Bonsoir et bienvenue à la 31e cérémonie de remise des prix du prix Julien Verlanger. Prix créé en 1986 à l'initiative de Jean-Pierre Taïeb, le veuf de Julien Verlanger. Il est attribué par la Fondation Julien Verlanger, agissant sous l'égide de la Fondation de France. Récompense des romans d'aventure, de science-fiction, de fantasy, de fantastique. Autrefois décerné par le veuf de Julien Verlanger, il est remis par un jury depuis 1992. Les premiers présidents de jury ont été Annick Béguin, puis Roland Cézanne. Le prix est doté d'une somme, pour l'instant, de 2500 €. Cette année, la sélection est vaste. Nous avons le souper des maléfices de Christophe Arveston, L'espace d'un an et Libration de Becky Chambers, Dark Matter de Blake Crouch, Lecteur Né, deuxième volume de Magie Ex Libris de James C. Hines, Le Fleuve Céleste de Guy Gabrielke et Planetfall d'Emmanuel. Nous allons vous présenter un à un les romans sélectionnés en vous lisant un extrait pour vous faire un petit peu goûter les raisons pour lesquelles nous les avons choisis. François, essaye l'autre. Bien, alors en fait, l'extrait que j'ai choisi se situe au début, lorsque Zéphirelle, l'héroïne du roman, qui est une sorte d'agent de renseignement débutante, rencontre le grand maître du royaume de Slarence, le Dinarque. Et là, nous sommes à la fin de leur entretien dans une nacelle d'un téléphérique où il lui confie sa mission. Zéphirelle ne regrettait plus les mages démons, les vampires ou les zombies. Le défi était de taille, et elle allait s'appliquer à briller pour épater le Dinarque. Elle grimperait les échelons plus rapidement qu'elle ne l'avait espéré. Et un jour, elle dit « Tu m'écoutes ?»« Oh oui, pardon, monseigneur. Je disais que tous mes agents ont été mobilisés sur cette affaire, et qu'aucun n'a échappé à la mort. Je ne vous décevrai pas. » Le Dinarque fixa la jeune femme. Il y avait dans son regard des idées de fil et d'aiguilles, et Zéphirelle sentit ses lèvres piquer. Elle baissa humblement les yeux. Agent subalterne, je te demande de collecter des éléments sur l'origine de ces céréales. N'en fais pas trop. Une simple recherche préliminaire. Une enquête discrète, le temps que de nouveaux agents arrivent. J'ai fait rappeler à Slarence toutes mes équipes opérant à l'étranger, afin de reconstituer un service fiable. Tu dois réunir un maximum d'informations avant leur arrivée, afin qu'ils puissent intervenir en toute efficacité dès leur retour. Zéphirelle était déçue. Sa mission se résumait donc à préparer le terrain pour d'autres types qui récolteraient les lauriers. Elle aurait finalement préféré affronter une petite horde de pirates rassemblés sur le fleuve, ou traquer un tueur fou au rire démoniaque. Mais bon, quand on est un débutant, il faut se contenter de ce qu'on vous donne. Ib Morkedai perçut son désappointement. Il posa une main sur son épaule, et une chaleur sincère perça dans sa voix. J'ai confiance en toi. Je suis certain que dans ton enthousiasme, quoique parfois envahissant, cache un réel talent. Waouh! Le Dinarque ferma soigneusement les grands rideaux et tira de nouveau sur la cordelette. La nacelle se remit en route. Zéphirelle, encore sous le choc de ce qui ressemblait beaucoup à un compliment, restait muette. Lorsque nous serons à la citadelle, je descendrai seul. Ne te montre pas avant d'avoir rejoint la basse ville. Oui, monseigneur. Ne sous-estime pas notre adversaire. Ceux qui sont derrière tout ça n'ont pas hésité à assassiner 27 fonctionnaires. Imagine une approche nouvelle et évite de te faire poignarder. Je veux m'y efforcer, monseigneur. Zéphirelle affichait humilité et discipline. Mais le naturel reprit le dessus. Et moi, j'ai le droit de tuer?
Le moins possible, jeune fille. Becky Chambers, pour l'espace d'un an et Libration, traduit par Marie Tsorges, à la Talente. Je vais vous lire un extrait de Libration, qui met en scène l'un des deux personnages principaux, Sidra, et une tatoueuse. C'est pas ton truc? Non, c'est que Sidra s'interrompit. Elle ne voulait pas se montrer insultante. Ça me dépasse un peu. La raison qui pousse les gens à se faire tatouer? Oui. Tac secoua la tête, songeuse, en remettant sa pipe en place. Ça dépend des gens. Toutes les espèces, je pense, se modent d'une manière ou d'une autre. Les kélins marquent leur carapace au fer rouge. Les amargiens se plantent des bijoux dans les tentacules. Mon espèce et la tienne se tatouent depuis des millénaires. Si tu t'intéresses aux différentes pratiques culturelles, il y a une excellente série d'essais intitulés « À travers la surface » sur les modifications corporelles chez différentes espèces. C'est Kirish Teixereqet. Tu as lu ces livres? Sidra ajouta une ligne à sa liste. Non. Elle est remarquable, je te la recommande. Pour en revenir à ta question, pourquoi les gens le font, je vois ça comme une façon de se rapprocher de son corps. Le kit se pensa en avant. Vraiment? Oui, ton esprit et ton corps, deux entités différentes, non? Sidra concentra toute sa puissance de calcul sur la conversation. Si. Sauf que non, ton esprit vient de ton corps. Il naît de ton corps. Pourtant, il est totalement indépendant. Les deux sont liés, mais il y a une séparation. Ton corps agit sans demander son avis à ton esprit. Ton esprit a des désirs que ton corps n'est pas toujours capable de réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oh, étoile, oui. Et le tatouage, tu as une image dans ta tête et tu la mets sur ton corps. Tu transformes une idée impalpable en élément tangible qui fait partie de toi. Ou, à l'inverse, tu veux un souvenir concret. Tu le vois sur ton corps, tu t'en souviens dans ton esprit, tu le touches sur ton corps, tu repenses à la raison qui t'a motivé, à ce que tu ressentais, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux, cela montre que ces éléments distincts font partie du tout qui est toi. La Héluone est un rire plein d'autodérision. Je suis trop cucu. Black Matter de Blake Crouch, traduit par Patrick Imbert, chez J'ai lu Nouveau Millénaire. Le passage que je vais vous lire, c'est en fait une belle allégorie du pouvoir, de l'écriture, de la fiction, de l'imaginaire, et même de la création artistique en général. Je m'adosse au tronc d'un pin, un calepin sur les genoux, l'esprit déjà loin. Quelle merveille! Imaginez un monde, le rendre réel avec de simples mots, des intentions, du désir. C'est un paradoxe troublant. J'ai un contrôle total, mais seulement si je parviens à me contrôler moi-même, mes émotions, mon dialogue intérieur, le moteur secret qui m'anime. S'il existe une infinité de mondes, comment retrouver celui qui m'appartient, à moi seul? Je contemple la page, puis je commence à cocher sur le papier tous les détails qui me viennent à l'esprit. Je peins ma vie avec des mots. Les cris des enfants de mon quartier qui vont à l'école ensemble, leur voix mouvante, comme un fleuve glissant sur des rochers, vifs, bouillonnants. Les graffitis sur la brique blanche passée d'un bâtiment, à 3 blocs de chez moi. Si beaux que personne ne les a jamais recouverts. Je me penche sur le labyrinthe de ma maison. La 4e marche de l'escalier, celle qui grince toujours. La salle de bain du bas, avec le robinet qui fuit. La façon dont la cuisine sent le café, tôt le matin. Tous ces petits détails, apparemment insignifiants, sur lesquels repose mon existence. Magie Explicatrice 2, lecteur né de Jim C. Hines, traduit par Lionel Davoust chez La Talente. Bien, donc Isaac Benno est un bibliomancien, membre des sectes secrètes,
Les bibliomanciens ont la faculté de retirer un objet d'un livre et de s'en servir comme arme. Alors évidemment, plus le format est grand, plus on peut sortir de gros objets. On n'a pas encore fini de découvrir toutes les propriétés de cette magie liée à la lecture, mais en principe, plus il y a de lecteurs, plus ça s'inscrit dans l'imaginaire et plus cette magie est forte. Les objets qu'on en retire tiennent plus longtemps, fonctionnent mieux. Voilà, alors évidemment, lorsqu'on veut être un agent, pour sortir l'objet utile au moment adéquat, il faut déjà bien connaître ses bouquins, il faut savoir trouver la bonne page, emmener sa bibliothèque avec soi. Alors ça tombe bien, lui c'est un lecteur de science-fiction et de fantasy, donc la série c'est un univers pour geeks, très référentiel, bourré de clins d'œil aux littératures de l'imaginaire et en même temps très drôle. Je suis retourné dans la cuisine et me suis assis à la table avec le bulletin de la bibliothèque de New York. Je n'avais pas essayé de pratiquer la bibliomancie sur un magazine depuis une éternité. En théorie, ces supports fonctionnaient exactement de la même manière que les romans. Mais quelques facteurs venaient compliquer la chose. Les tirages de la presse déclinaient depuis des années, ce qui raréfiait le lectorat. Et donc, la conviction collective où nous puissions. Le fait qu'on tende plus souvent à parcourir les pages et à sauter des articles n'aidait pas non plus. Et puis, il y avait le côté éphémère du support. Combien de revues finissaient au recyclage au bout d'un mois? La puissance liée aux revues décroissait bien plus vite qu'avec les romans. De nos jours, les publications papier devaient lutter contre Internet, et ce bulletin ne disposait déjà pas d'un lectorat immense à l'origine. Je ne serais pas étonné de le voir adopter un format strictement numérique dans quelques années. Je me suis demandé si les pouvoirs de Genetta Roderi fonctionnaient sur les sites web. Si elle utilisait des livres électroniques, pourquoi pas des textes en ligne? Ce qui ouvrait une quantité phénoménale de possibilités. Certaines plus dérangeantes que d'autres. Elle pourrait inonder la planète entière de chatons et de porno, sans parler de certaines catégories de fanfiction. J'ai relu l'article en me concentrant sur les paragraphes décrivant des recherches qui portaient sur des lunettes intelligentes capables de scanner et de traduire du texte au fil de la lecture. Mes doigts ont pressé le papier glacé dans l'espoir d'atteindre ce qui se trouvait au-delà. Les textes non romanesques n'avaient rien à voir avec la fiction, mais le ressenti était identique. J'ai touché l'enthousiasme et l'impatience, l'imagination et le potentiel. J'ai appuyé jusqu'à ce que mes ongles blanchissent, puis j'ai traversé. Mes doigts se sont refermés sur des lunettes à monture épaisse que j'ai soigneusement tirées des pages. J'ai juré quand ma paume s'est accrochée à une agrafe. Encore un désavantage de la magasinomancie. Le fleuve céleste de Guy Gabriel Kay, traduit par Michael Cabon aux éditions de La Talente. Ce roman se passe en Chine et le personnage dont je vais lire une description en quelque sorte est une femme qui a quelque part pour son époque et son pays le tort d'être une érudite. Les hommes sont plutôt mal à l'aise en sa présence, parfois amusés. Les femmes, elles, la détestent. Elle se demande encore à ce stade de sa vie si l'éducation que lui a offerte son père est vraiment un bienfait. Certains bienfaits sont complexes. Elle le sait depuis longtemps. D'infimes détails peuvent changer une vie, a écrit un poète. C'est exact, mais il en va de même des événements majeurs. La mort de son frère en fut un, sinon pour le monde, du moins pour sa famille. Au cours des années qui suivirent, l'unique enfant encore en vie, la fille gracile, intelligente, reçut lentement tout d'abord, à titre d'expérience, ainsi qu'un alchimiste de la voie occulte réchaufferait progressivement un liquide dans un ballon. Puis, avec davantage d'insistance, l'éducation que l'on réserve d'ordinaire aux garçons aspirant aux examens du Jinchi et à la robe des mandarins. Elle ne se présenterait bien sûr jamais au concours,
pas plus qu'elle ne porterait de robe ornée d'une quelconque ceinture de grade. Mais son père lui dispensa tous les enseignements nécessaires. Il insista aussi pour qu'elle affinât son écriture et sa calligraphie. Les poèmes à chanter de la forme, si, elle les découvrit par elle-même. À présent, ses coups de pinceau sont plus assurés que ceux de son père. S'il est vrai, comme l'affirment et l'écrivent certains, que la nature intérieure d'une personne transparaît dans sa calligraphie, alors la circonspection et le manque de confiance en soi de son géniteur sont manifestes dans ses incapables caractères réguliers. C'est uniquement lors de ses voyages, quand il envoie des nouvelles à sa famille de sa plus belle cursive, seul Shan et sa mère n'ont jamais contemplé, que sa passion pour la vie surgit sur la feuille. Ce trait de sa personnalité, Linkyo le dissimule au monde, que ce soit dans son écriture ou dans sa façon de légèrement incliner en permanence son agréable silhouette dégingandée. Avant de vous annoncer le nom du lauréat, je vais demander... Ah si, non, excusez-moi, ouh là là, j'ai plus de tête. Voilà, Emmanuel, Planète Folle, traduit par Raquel Gémint, chez Luminé Netflix. Vraiment, toutes mes excuses. Sur une planète désolée, une petite colonie humaine s'est installée à proximité d'un imposant artefact qui est considéré comme étant la cité de Dieu, selon les dires d'une éclaireuse, c'est-à-dire Li Soumi, qui a été frappée d'une illumination et qui a réussi à motiver donc une centaine de colons pour rejoindre ce lieu et recevoir la révélation. Malheureusement, Li Soumi a disparu à l'intérieur de la structure, qui a des parois organiques où l'on peut se perdre dans des niches et des creux contenant parfois de curieux objets, qui laissent supposer peut-être des origines extraterrestres. Du coup, personne n'ose y entrer. Les colons ont institué une sorte de rituel qui consiste à attendre Li Soumi devant la structure à chaque date anniversaire de sa disparition. La vie est plutôt précaire. Hein. On a heureusement des imprimantes qui fabriquent tous les objets jusqu'aux aliments et que l'on peut recycler tout ce qui est jeté en matière première pour refaire autre chose. Il n'y a de secret pour personne dans la communauté, ne serait-ce que parce que chacun a une sorte d'implant qui permet de communiquer avec les autres. Ils sont modifiés génétiquement pour pouvoir respirer cette atmosphère et se protéger des microbes et allergènes de la planète. Mais il y a quand même quelques éléments perturbateurs. La narratrice, qui est la réparatrice de cette imprimante 3D, a déjà pas mal de névroses, et puis elle suit le leader qui a pris la place de Li Soumi, et il y a des secrets qui pèsent là-dessus. Ce qui fait que petit à petit, la recherche de la révélation sur cette cité de Dieu, cet artefact, ressemble de plus en plus à une sorte de récit avec un suspense psychologique pour savoir quelle tragédie concerne cette colonie. Quand bien même, je ne comprends toujours pas la cité de Dieu. Et j'approuve la volonté de Mac de tenir tout le monde à distance. C'est trop dangereux de bien des façons. Elle plane au-dessus de la colonie chaque jour et demeure aussi mystérieuse qu'au premier matin. Je sais ce qui se trouve à son pinacle et de quoi l'intérieur est composé. Mais je ne peux pas prétendre la comprendre. Tout le monde semble satisfait d'attendre que Sue revienne nous apporter une explication sur un plateau. Peut-être est-ce plus simple que de faire face à la peur de ce qu'il pourrait trouver ici. Peut-être Mac est-il trop doué pour notre bien à tous. La base de la cité est distante d'une vingtaine de pas de la bordure de la colonie, que je franchis rapidement. Mon cœur bat plus vite. Mon corps est galvanisé par le frisson de l'interdit. Bien vite, la crainte d'être puni est balayée par la perspective de ce que je vais trouver. Je me sens déjà mieux, plus concentrée, moins anxieuse. Il s'agit maintenant de débusquer un bouquet précis de 3 cèpes entortillés un peu à l'écart des autres. Je le retrouve au toucher, autant que par l'observation. Mes mains connaissent ses nœuds et ses bosses, aussi bien que moi la colonie. Et je me tiens bientôt devant la boucle géante jaillissant de la masse comme un contrefort.
Je ne sais pas si ça a été conçu ainsi ou s'il s'agit d'un défaut. D'une façon ou d'une autre, elle me sert à trouver un chemin à travers l'enchevêtrement. Me contorsionner et me glisser dans l'espace entre l'arche et le reste de la structure ne me pose pas de problème. Il y a là un trou assez grand pour y tenir debout, quoique un peu à l'étroit. Je n'ai pas hâte de passer à l'étape suivante et me concentre pour faire face à mon inévitable claustrophobie, tandis que je tâtonne à la recherche d'une forme circulaire et de la dépression en son centre. J'étais tombé dessus par hasard une semaine après la chute. Nous explorions à la recherche d'un endroit idéal où établir une colonie permanente plutôt que de camper dans les capsules d'atterrissage. Heureusement, j'étais seul à ce moment, sans quoi je n'aurais pas pu garder ça secret. J'avais prétendu n'avoir rien trouvé. J'étais déjà replié sur moi-même alors, si craintif de laisser quoi que ce soit déraper que je restais muette à propos de tout. C'était le deuxième mensonge capital que j'avais proféré cette semaine-là. On s'y habitue. Ça ne me coûte plus désormais le moindre effort. Cependant, je crois que chaque mensonge a sa propre inertie. Un mensonge isolé parvient difficilement à ses fins. C'est un grain de sable dans la main. Mais bien vite, les grains s'accumulent et aucune poigne n'est alors assez forte pour les retenir. Ma vigilance est constante. Une fois le sillon trouvé, il ne me reste plus qu'à enlever mon gant et enfoncer ma main en son centre. Le pli s'élargit, puis s'ouvre, à la manière d'un sphincter. Je reprends l'autre. Avant de vous révéler le nom du lauréat ou de la lauréate, je vais demander à deux personnes de venir se joindre à nous. Karine Berroca, lauréate du prix Julien Verlanger 2016, et Vincent Kessler, lauréat du prix Julien Verlanger 2010, le premier lauréat de ma présidence. Parce que le Julien Verlanger, s'il est doté de 2500 €, se transmet par le bisou. Messieurs, s'il vous plaît. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous annoncer le nom fatidique, parce que c'est une femme, comme Julien Verlanger. Le prix Julien Verlanger 2017 est attribué à Becky Chambers pour l'espace d'un an. Wow. My sincere thanks to the jury for honoring me with this award. I'm sorry I can't thank you properly in your own language, but I'll do my best with mine. When I wrote these books, I wanted to create a future that included all of humanity, not just a slice of us. We all crew this spaceship Earth, and the universe belongs to all of us equally. It has been a joyful experience for me to come so far from my home and find that despite our differences of words and culture, a future born of hope, not fear, is an idea that so many of us share. That may only be science fiction. Yeah, okay. I'm sorry. That may only be science fiction, but I believe it is a future that we can build together.
I can pause now. It has been a privilege to share a short list with such talented authors who have taken us on such incredible journeys. I'd like to thank my publisher, Léa Talland, for all their hard work and kind support. Most especially, I'd like to thank my translator, Marie Sergé, for being my voice and my friend. And thank you to everyone at the festival for making me feel so welcome. You'll be seeing me again. Merci beaucoup. Je vais tenter de vous résumer en quelques mots ce que Becky Chambers vient de dire. Ce qu'elle a souhaité créer, c'est un univers qui prenne compte de l'ensemble de l'humanité. Nous partons tous du faisceau Terre vers un futur qu'elle espère plein d'espoir et d'ouverture. Et c'est un grand bonheur pour elle de se retrouver parmi nous et de rencontrer autant de voix, autant de personnes différentes qui l'accueillent. C'est un honneur pour elle d'être parmi une liste d'auteurs qui nous ont fait voyager aussi loin de manière aussi belle. C'est peut-être uniquement de la science-fiction, mais c'est un futur qui est plein de beauté et plein d'espoir, en tout cas, elle l'espère. Elle souhaitait remercier son éditeur français, La Talente, et plus particulièrement Marie Sergé, sa traductrice, sa voix et son amie. Et maintenant, nous allons tous monter au 4e étage, dans la salle terrasse, pour boire un coup, faire la fête et faire sa fête à cette femme-là.